mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes le lundi 30 octobre 2023. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à 11h30 sur Canal Algérie, bien sûr. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la féminité. Rester féminine malgré le cancer n'est pas une chose aisée et nous allons en parler pendant le débat. Le thème du jour, reconstruction mammaire, enjeux psychologiques. Pour les rubriques aujourd'hui, conseils pratiques, nous recevrons Di Artiste qui est spécialiste en coiffure et maquillage professionnel. Elle nous parlera des effets de la chimiothérapie sur les cheveux et comment en prendre soin. Et bien sûr, soutenir la Palestine, c'est aussi parler de son histoire, bien sûr, de son histoire, de ses traditions, de ses coutumes. Et Wahida Salimchif, dans sa rubrique, elle nous parlera de l'art culinaire palestinien. Alors, voilà le menu qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie, et ça commence tout de suite. Voilà, on s'est installé, nos invités sont là aussi, ils se sont installés. Alors, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme et le plus difficile à vivre psychologiquement, car il frappe la féminité en plein cœur. Comment continuer à se sentir féminine malgré le cancer? On en parle aujourd'hui. Le thème est le suivant, reconstruction mammaire, enjeux psychologiques. Donc si ce thème vous parle, et je pense parle à beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, même si elles ne sont pas personnellement concernées, mais elles doivent se dépister. Tout peut arriver, donc on doit se dépister. Et pendant le mois d'octobre, on en a parlé pendant tout le mois d'octobre, et on finit le mois d'octobre avec cette émission spéciale aujourd'hui. Donc si ça vous parle, même les hommes, je pense que ça devrait vous parler parce que vous êtes aussi le soutien de cette femme, de cette mère, de cette sœur, de cette fille. Donc restez avec nous et bonne écoute avec nous pour l'émission d'aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, appelez-nous au numéro qui s'affiche juste en bas, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler justement, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Samira Fekrache. Vous êtes psychologue, directrice générale d'un centre de recherche et d'application psychologique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ounia et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices pour ce thème qui est très important pour toute la famille et pour le tissu social aussi dans la société moderne. Exactement. Merci. Et avec nous aussi, docteur Radia Allali, vous êtes spécialiste en chirurgie générale, option chirurgie mammaire. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de parler sur la chirurgie du sein et surtout la reconstruction mammaire. Oui, sujet très important. Justement, on va en parler. On va parler aussi des répercussions psychologiques. Alors, comment le diagnostic peut-il affecter la perception de la féminité chez la patiente, docteur Samira Fekrache? Alors, c'est un des cancers qui touche directement la femme dans son intégrité, dans sa perception de l'autre. Et ça affecte énormément la femme dans le sens où elle perd confiance en elle. Elle perd confiance dans son rôle social, dans son rôle éducatif, mais aussi le rôle qui est le plus important avec lequel la femme évolue dans sa vie. C'est le fait de la reproduction. La reproduction, donner naissance à un enfant, mais donner naissance à un enfant amène un allaitement. Donc, dès qu'il y a un cancer du sein, on sent qu'on a perdu un rôle qui est très important et on sent que la perception de l'autre va changer à notre égard. Et c'est là où il est très important l'accompagnement qu'aura cette femme. Donc cette femme qui peut être mère, qui peut être une sœur, qui peut être une collègue de travail, qui peut être la fille. On sait que maintenant, le docteur est là pour confirmer ou infirmer ça. Le cancer du sein maintenant touche les femmes très jeunes. Donc si à un moment donné on parlait du cancer du sein à un certain âge, maintenant on diagnostique des cancers du sein chez la femme très jeune. Donc c'est très important d'en parler, c'est très important de retravailler sur cette confiance en soi et de travailler aussi sur ce tissu social qui doit être très, très fort, parce que l'accompagnement ne concerne pas seulement la famille, mais c'est tout l'environnement qui va accompagner la femme. Nous savons que par exemple, quand il y a cancer du sein, les coûts de santé sont très élevés. Quand on parle de coûts de santé, donc c'est des répercussions économiques sur
la famille, sur le travail de la femme, si elle exerce une profession. Si elle n'exerce pas une profession, si elle est sans ressources, c'est encore plus dur à faire face. Et quand on a une personne malade dans la famille, ça devient un problème de toute la famille. Donc, le regard aussi des autres, il est très important. C'est là où il est très important maintenant de retravailler sur la perception de l'autre face au cancer, d'accepter le mot cancer aussi, de l'appeler par son nom, de ne pas utiliser des superlatifs ou des Jusqu'à présent, on a du mal à dire ce mot. C'est vrai que quand on en parle, il faut le dire clairement. Voilà. Et chez nous, on dit hadak al-mard. Voilà. Hadak al-mard. On évite d'en parler, alors qu'il faut parler de ça, il faut s'assumer. Et le conseil qu'on donnera surtout aux femmes qui viennent d'être diagnostiquées ou qui ont eu un cancer à un moment ou à un autre, accepter le mot cancer. Il faut l'utiliser. Quand on utilise le mot cancer, c'est c'est le premier pas pour lutter contre le cancer, pour sortir de la maladie et sortir de ce qui nous empoisonne la vie, parce que ça devient très toxique du point de vue psychologique, du point de vue émotionnel et du point de vue social, parce qu'on va fuir la vie sociale pour éviter les questions indiscrètes des uns et des autres. Voilà, c'est clair que ce n'est pas toujours évident de faire face aux autres et de dire voilà, j'ai cette maladie. Et la réaction des autres peut aussi faire mal aussi à la patiente, parce que tout dépend comment l'autre personne le prend. Et surtout si on a des personnes en face de nous qui vont fuir le mot cancer, qui vont nous raconter que des histoires très dramatiques de personnes qui ont eu un cancer, qui vont un petit peu zapper le moral de la personne qui est malade ou de son environnement familial direct. Donc là, c'est pour ça que les modes de sensibilisation sont là pour gagner en maturité sociale et intellectuelle, dans le sens où on s'affirme face à ces pathologies et d'arriver à utiliser les bons mots au bon moment, à avoir les bons affects aussi, et éviter toutes les grimaces qu'on peut faire quand on annonce une maladie, toutes les histoires négatives qu'on peut raconter, le storytelling qui doit être positif, pas négatif. Et la science évolue, donc autant on prend en charge la patiente très tôt, autant on a de meilleurs résultats, et l'implication de la patiente elle-même, qu'elle soit active dans sa thérapie. L'environnement social est très important. Quand on parle d'environnement social, c'est d'abord l'environnement familial. Par la suite, c'est tout l'environnement qu'elle a autour d'elle, donc voisins, amis, collègues, etc., qui sont très importants. C'est là le soutien réel à la femme dont elle en a besoin, et sa famille aussi en a besoin. Exactement. Et justement, pour annoncer la nouvelle aux patientes, est-ce que vous annoncez, vous personnellement, la nouvelle aux patientes, ou elles arrivent déjà avec la nouvelle et vous continuez le traitement? Parce que pour l'annoncer aussi, il y a des façons de l'annoncer. Et est-ce que les médecins sont formés pour savoir comment annoncer le cancer? Oui, c'est une très bonne question. Justement, il faut annoncer cette annonce justement avec une certaine empathie. Et ça rentre dans la formation des médecins. Malheureusement, il y a beaucoup qui ne la prennent pas en considération. Et malheureusement, moi-même, je suis la dernière à recevoir la patiente parce que je suis dans le traitement. Je ne suis pas dans l'annonce. Et dans le traitement, c'est un trépied thérapeutique. Il y a nous, les chirurgiens. Il y a les oncologues pour le traitement de tout ce qui est chimiothérapie. Et ça fait perdre les cheveux des patientes. C'est aussi un autre débat aussi. Et aussi, il y a la radiothérapie. Ça brûle la peau. Ça aussi, ça a des effets secondaires et c'est pas bon aussi pour les patientes. En matière de chirurgie, justement, ça a longtemps été une chirurgie mutilante. Mutilante, ça veut dire on fait des mastectomies, on enlève tout, quelle que soit la taille de la tumeur, quel que soit le stade de la tumeur. Actuellement, vu que la médecine elle a beaucoup évolué, surtout en matière de chirurgie du sein, vu que c'est le premier cancer dans le monde et chez la femme surtout, il y a eu ce qu'on appelle la désescalade thérapeutique. Ça veut dire on part de mutilant, on enlève tout. Maintenant, on enlève un petit peu. Maintenant, on enlève seulement la tumeur. Donc, j'ai eu des patientes, justement, en parlant de ce tabou, j'ai eu une patiente 34 ans, célibataire, qui n'a pas annoncé sa maladie à sa famille et à son entourage. Oui, elle a fait tout ce parcours de combattant, parce qu'il faut le dire, c'est un parcours de combattant, des patientes. Elle a fait tout ce parcours toute seule et on l'a aidée dans son parcours et on a gardé le silence et le secret. Et pour garder ça, pour ne pas laisser de traces, j'ai été obligée de lui faire un traitement conservateur et obligée de lui trouver un traitement de radiothérapie dans les temps pour qu'elle guérisse. Et actuellement, elle a terminé sa cure de radiothérapie et elle va très très bien.
D'accord. Donc elle a bénéficié de la reconstruction mammaire. C'était pas la reconstruction en fait, c'était juste un traitement conservateur. Ça veut dire C'est quoi la différence justement? Je vais vous parler. Alors le traitement conservateur, c'est vraiment différent de la reconstruction mammaire. Le traitement conservateur, c'est seulement enlever la tumeur et garder le sein. D'accord. Et on fait ce qu'on appelle un remodelage de la glande mammaire, ce qu'on appelle la chirurgie oncoplastique. C'est un terme nouveau utilisé par les chirurgiens plasticiens et les chirurgiens qui ont fait cette formation. Parce que c'est une option en chirurgie qui doit être faite en formation. C'est un diplôme interuniversitaire qui se fait à l'étranger, en France, en Europe, en anglais ou en français, quel que soit le besoin du médecin. C'est des formations qui se font avec des chirurgiens plasticiens. Donc, on fait une chirurgie, on enlève seulement la tumeur, une tumeur qui mesure 1 cm, 2 cm, on a été jusqu'à 5 cm. 5 cm. Important, 5 cm. Très important parce que c'était la limite, il ne faut pas arriver jusqu'à 5 cm. Je l'ai fait récemment chez une patiente jeune, 40 ans. Pour moi, patiente de 40 ans, c'est jeune. C'est encore jeune. C'est encore jeune. Jeune, féminine, récemment mariée. C'est-à-dire, on n'est pas en train de lutter contre la maladie elle-même. On lutte contre tous les aspects sociologiques. C'est-à-dire, on essaie de sauver le couple de la patiente aussi. Oui. Sa vie privée, sa vie amoureuse, sa vie intime. Ça veut dire, on prend tout ça en considération et à travers la chirurgie, on essaie de laisser moins de traces possibles. On lui fait un traitement conservateur. Cette patiente qui avait la tumeur de 5 cm, j'ai réussi, on a réussi avec l'aide de toute l'équipe de lui faire un traitement conservateur. Ça veut dire qu'on a conservé son sein. D'accord. Ça, c'est le traitement conservateur, chirurgie oncoplastique et tout. Alors, la chirurgie de reconstruction mammaire, ça se fait après la mastectomie. Il y en a deux options, parce que les gens connaissent que la première option, ça veut dire on fait la mastectomie, quelques années plus tard, on fait une reconstruction mammaire. C'est très difficile. Oui, même pour une patiente, repasser sur le billard, comme on dit, une deuxième fois pour une reconstruction, c'est pas évident d'accepter. C'est un enjeu psychologique majeur aussi. Revenir, et la plupart, elles abandonnent. Non, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas seulement la chirurgie, il y a la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, sans oublier le parcours. Oui. Il y a eu un parcours de combattant. Exactement. Il y a une des patientes qui m'a dit, franchement, elle a dépensé des sommes faramineuses avant de commencer le traitement. Et donc là, on a compris qu'il y a des gens, avant de commencer le traitement, ils abandonnent. Parce que c'est bon, ils n'ont plus de sous, on a marre, c'est bektoub, j'accepte mon sort. Et c'est difficile aussi psychologiquement, et aussi si on n'est pas soutenu. Et il n'y a pas que le côté financier, il y a aussi le côté psychologique, il y a le côté social, la famille, le travail. On se dit qu'on va arrêter de travailler pendant un moment, donc il faudra déposer des maladies, une maladie longue durée. Il faudra que le couple survive à ça aussi, et c'est pas toujours évident. Alors concernant ça, j'ai aussi un autre exemple, une patiente de 52 ans, récemment mariée aussi. Très pauvre, un véritable cas social. La malheureuse, elle m'a dit essayez de conserver mon sein, parce que sinon, mon mari va me quitter. Donc, il faut trouver des solutions. Là, je me retrouve à changer plusieurs casquettes. Je deviens le psychologue, le thérapeute, le thérapeute des familles, le sauveur, je ne sais pas. Donc, cette patiente, il a fallu trouver des solutions pour elle. C'est vrai qu'elle avait une tumeur assez volumineuse. On lui a fait une technique aussi assez récente. Il fallait lui mettre un clip. Un clip, c'est quoi? Un petit morceau de métal au niveau de la tumeur, l'envoyer faire la chimiothérapie pour que la tumeur, elle rétrécisse. D'accord. Une fois la tumeur rétrécie, et vu qu'elle est à côté du mamelon, de la plaque aréolo-mamelonnaire, on lui enlève la tumeur sans laisser de traces. Très bien. Sans laisser aucune... Ça veut dire l'incision, elle était périaréolaire, et quand c'est périaréolaire, ça ne laisse pas de cicatrice, c'est juste une petite brûlure, quelque chose, une petite moucheture. Eh bien, elle a poursuivi tout le cheminement parce que je leur exige. Je leur exige, il faut faire ça, ça, ça. Elle sort de ce cheminement, vous n'êtes plus ma malade. Enfin, je leur fais peur, en fait, au départ, pour qu'elles soient disciplinées, et c'est franchement pour leur intérêt. Oui. Elle a fait tout ce qu'il fallait faire, elle a même vendu ses boucles d'oreilles en or pour faire le clip en métal, parce que c'était payant, ça se fait que dans le privé. Enfin bref, eh bien, on a réussi à faire sa chirurgie conservatrice. C'est une chirurgie conservatrice, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mastectomie. On a remodelé son sein, un petit peu plus petit que l'autre, ça ne se remarquait pas. Et elle a conservé sa vie de couple. Voilà. C'est important aussi la vie de couple. Et
aussi le fait de cette vision du corps, parce que le corps change avec les traitements, même s'il n'y a pas une mastectomie, il y a aussi le traitement qui va nous fatiguer, qui va avoir des effets aussi, la chute de cheveux, de sourcils, des ongles et tout ça, donc c'est quand même aussi un traitement assez lourd. Donc le corps, on le voit changer et se transformer. C'est difficile aussi d'accepter ça, de ne plus se reconnaître dans le miroir. Exactement, et le premier effet qu'on voit chez la patiente, c'est les troubles de l'humeur. Elle passe d'un état à un autre. Et c'est parmi aussi les éléments qui permettent parfois le diagnostic qu'il y a peut-être un cancer. Ça commence par des troubles de l'humeur. La personne n'ose pas, et on n'a pas cette culture de faire l'autopalpation, de se diagnostiquer déjà d'un premier diagnostic, autodiagnostic, et d'aller aussi diagnostiquer ça chez les professionnels. Donc on commence à avoir des troubles de l'humeur, des pertes de poids. Et c'est là où on commence à chercher la cause de ce changement. Et ça a des répercussions sur la vie de couple. Ça a des répercussions sur la vie de couple dans le sens où elle commence à se douter qu'il y a quelque chose, mais elle a peur d'en parler parce qu'elle a peur de perdre cet équilibre. Elle a peur de se retrouver seule face à la maladie, face à la société, face aux défis de la vie au quotidien. Si elle a des enfants en bas âge, c'est un autre volet aussi, parce que là, elle est en train de réfléchir à qui laisser ses enfants, parce qu'on pense directement au pire, de se dire oui, je vais partir, ils sont en bas âge, qui va s'en occuper, comment ça va se passer, est-ce que la famille aura le même comportement avec eux maintenant et après. Donc il y a plein de questions chez la femme qui font qu'elle retarde son traitement, et elle fuit aussi le diagnostic. Donc, et ça, on le retrouve chez beaucoup de femmes donc, qui souffrent de cancer, et surtout le cancer du sein. Donc elle retarde le diagnostic parce que le premier problème qui se pose à elle, c'est cette perception de l'autre et surtout du mari. Donc le soutien du mari est très important. Le soutien de la belle famille, il est encore très important, parce que beaucoup de femmes que j'avais rencontrées qui avaient des cancers du sein disaient « Oui, mon mari m'a soutenue au début, mais ma belle famille était là à s'opposer à son soutien, et elles ont eu gain de cause. » Donc parfois la femme se retrouve seule face à la maladie, face au coût de la maladie, face aux défis de la vie au quotidien, et elle perd parfois la garde de ses enfants, elle se retrouve seule face à la maladie, même par rapport à sa famille aussi. Donc le côté social est très important, le côté famille est important, et toutes ces avancées dans le domaine de la médecine font maintenant qu'il est très important de mettre ça en évidence et de dire aux femmes qui nous suivent aujourd'hui qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, vous n'allez pas perdre votre féminité, vous n'allez pas perdre votre estime de vous-même, c'est l'estime de soi qui est très important, mais aussi la perception de l'autre, et même sur l'aspect émotionnel et affectif, il y a tout un accompagnement qui se fait par docteur qui est aussi présidente d'une association qui accompagne les femmes qui ont un cancer du sein. Donc le rôle de la société civile est très important aussi, parce que cet accompagnement de la société civile amène aussi à une meilleure culture sur la maladie, à une meilleure culture sur les traitements de la maladie, et aussi d'ouvrir des voies de thérapie, mais aussi d'accompagnement pendant tout le parcours de la maladie, parce qu'on sait, entre le diagnostic et toutes les étapes de la thérapie, on a un bon bout de chemin à faire. Donc il est très important d'être accompagné pendant toute cette période. Et justement, on parle aujourd'hui de reconstruction mammaire, enjeu psychologique. Donc si ce thème vous parle, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche juste en bas, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et justement, pour en savoir un petit peu plus, davantage à propos de cette chirurgie, Yanis Ait Belqasem nous propose ce reportage qu'il a réalisé. Il a assisté à cette chirurgie réparatrice, non moins d'être la première en Algérie, mais une première dans la wilaya de Ain Defla. On suit. Bonjour madame. Ça va, vous attendre pour la consultation, ça va? Radia, spécialiste en chirurgie générale option chirurgie du sein, reçoit une de ses patientes, Nadjet, pour un contrôle de routine. Nadjet a été opérée il y a plus d'1 an pour une reconstruction mammaire et a terminé ses séances de radiothérapie il y a plus de 6 mois.
كي شغل ما عندي والو سيرتو ما ينملش دراعك ولا غيان دو غيان. قالت لي نحو لو سان، قالت لي بصح نديرو بروتيز، قالت لي بصح على حساب لا مارك تاع لا بروتيز وانتي وشوفي وديسيدي. قلت لها انا ماذا بيا نبقى نقاردي الانوثه تاعي، نقاردي المرض يروح من الاول وزيد ثاني نقاردي الانوثه تاعي. Cependant, le succès de cette opération repose sur le choix judicieux du bonnet de reconstruction qui répond à la radiothérapie, notamment le respect strict des contrôles médicaux. Il y a des patients qui sont consentants, d'autres pas. Et aussi, tout dépend du stade de la tumeur. Si la tumeur, elle atteint la peau, on ne peut pas garder la peau. Voilà. Et donc, la patiente répondait bien aux critères de la mise en place de la prothèse mammaire immédiatement après la mastectomie, c'est-à-dire durant le même geste opératoire. De 1, elle n'a pas besoin de revenir une autre fois au bout de 6 mois, 1 an pour faire la prothèse. Et de 2, c'est le côté psychologique de la patiente, il est bien après le traitement de façon radicale, après la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Et donc tout a été fait et le résultat il est bon. والحمد لله مع الزوج تاعي ما عنديش كومبلكس في المجتمع، ثاني كيف باغي حسب الانوثه تاعي كيف صافي المرض راح لي وزيد ثاني الاخر ويضرعي منا قالوا بلي كاين دي كومبليكاسيون ما حسيت بوالو ملي درت العمليه صافي راني في عام ونص الحمد لله يا ربي ما درك مازال ما صرالوش دي كومبليكاسيون كيما دخلت لوبيتال كيما خرجت وخرجت الحمد لله بمورال اكثر واكثر. Ce jour-là, Nadjet n'est pas seulement venue pour son contrôle, elle est là pour préparer psychologiquement une patiente qui va subir la même chirurgie. D'ailleurs, Radia se prépare à entrer dans le bloc pour rendre le sourire à la patiente et par là même sa féminité. Alors là, c'est la patiente qui est stressée, mais on l'a déstressée en parlant avec une autre patiente. Elle a préparé psychologiquement. Une tumeur au niveau du sein droit, c'est une tumeur in situ. Et au niveau du sein gauche, cette petite masse que vous voyez, on va aller un petit peu grande, c'est un adénofibrome. Ça, on va l'opérer ultérieurement, c'est ce qu'on va faire, une mastectomie du sein droit. L'opération est cruciale pour cette patiente dont la tumeur est légèrement profonde. Un curage précis est nécessaire pour garantir un résultat optimal. Après avoir extrait la tumeur et effectué le curage, la chirurgienne se prépare à placer la prothèse mammaire. Une étape délicate impliquant la sélection de la prothèse appropriée en fonction de la taille et la forme du sein. La chirurgienne veille à positionner la prothèse de manière naturelle pour assurer un résultat esthétique et confortable pour la patiente après la reconstruction mammaire. Cette opération offre bien plus qu'une réparation physique, elle restaure l'estime de soi et apporte une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité du cancer dont font face de nombreuses femmes dans le monde. Donc ça s'est bien passé, c'est une intervention qui était un petit peu délicate parce que de 1 c'est un gros sein, de 2 la tumeur elle est située au niveau des pôles supérieurs, donc il y avait un saignement, il fallait le contrôler avec hémostase. Et la troisième problématique, la prothèse elle était un petit peu de plus petite taille que son sein. Donc mais c'est gérable, alhamdoulilah ça s'est bien passé. وثاني الحاجه اللي ننصح بها بزاف النساء ما يتقلقوش وما يزعفوش باسكو الزعف والقلق هو اللي يدير المرض باسكو الزعف هو اللي يوصلني باش مرضت ولا مرض ما لازمش المراه ترفد زعاف ولا ترفد زعاف الناس ولا قلق الناس ولا هذه اللي ننصح بها المراه بزاف. Un témoignage, oui, la fin était très, très, très touchant, mais plein d'espoir. Beaucoup énormément. On est là pour ça parce que j'ai jamais accepté, autant que femme déjà, avant d'être médecin, je suis une femme avant tout, j'ai jamais accepté cette mutilation. Et la seule trace qui reste de tout ce parcours, c'est la chirurgie. Parce que la patiente, elle va terminer sa chimiothérapie avec ses effets secondaires, c'est passager. Elle va terminer la radiothérapie avec tout ce qui est brûlure et les effets secondaires. C'est passager, mais il reste la cicatrice. Il y a eu une patiente, je me rappelle très bien de ce qu'elle... Parce que j'apprends des patientes, on apprend énormément d'eux. La vie, vraiment, c'est une véritable école et je suis réceptive à tout ça. Il y a une patiente, quand même, elle a 65 ans, elle m'a dit, j'arrive pas à me regarder au miroir parce qu'elle a eu une ablation du sein et elle n'arrive pas à s'accepter. À se déshabiller ou s'habiller devant son mari non plus. Ça veut dire la vie intime, elle est perdue. Et donc, comme le témoignage de cette patiente, la première qui a fait une chirurgie de reconstruction mammaire immédiate,
c'est-à-dire durant le même temps opératoire, on enlève le sein, on remet une prothèse en même temps, c'est vrai qu'il y a des petites complications, des sérosités, un peu d'hématome et tout, mais c'est gérable. Après, au bout de 6 mois, c'était un résultat excellent. Et je viens à dire aussi qu'il faut toujours engager les époux, c'est-à-dire les conjoints. La patiente que j'ai opérée, qu'on a vue au bloc opératoire, son conjoint, il n'avait pas les moyens, mais je l'ai convaincu à acheter une prothèse mammaire quand même qui est un petit peu chère, surtout quand elles sont de qualité pour supporter la radiothérapie. Et ben, il l'a fait pour l'amour de sa femme. Et ça, c'est très touchant. Il faut dire qu'il y a même des conjoints qui sont engagés dans le parcours avec leur épouse et c'est à nous de les impliquer en fait. Je dis voilà, votre épouse, elle a cette maladie, elle a besoin de vous, elle a besoin que je lui ai fait ça. Il va me dire, oh c'est cher, c'est pas évident, elle veut qu'on lui enlève tout. Qu'est-ce que je lui dis? Eh ben, elle ne connaît pas ses intérêts, carrément. Non, je vais faire ce que je veux moi et vous allez me remercier après. Pas tout de suite, mais à me remercier ou non, l'essentiel, elle sera satisfaite, c'est ma plus belle récompense. C'est vrai que le conjoint, la présence du conjoint est importante. Il faut l'impliquer aussi. Il faut que la femme aussi implique son mari, parce que souvent, en tant que femme, je pense que beaucoup de femmes le font, dès qu'elles sont malades, je prends sur moi, c'est pas grave, ça va passer, ça va passer. Quand le mari est malade, on est là, le pauvre, il va mal, il faut le soutenir, il faut être à son chevet et tout ça. Mais la femme, en général, elle est forte et elle veut justement continuer à rester forte, mais à ce moment-là, il faut quand même impliquer le conjoint. L'implication du conjoint est très importante et c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait cet accompagnement déjà à la première consultation. Culturellement, à un moment donné, surtout il y a 20-30 ans, dès que la femme était malade, on la prenait chez ses parents, c'est ses parents qui s'occupaient d'elle, c'est sa mère qui va avec elle chez le médecin. Et le mari et le sexe masculin de la famille, donc père, frère, mari, restent à l'écart. Et on ne prononce jamais le mot cancer, ni le mot qu'elle est malade, etc. On fuit. Là maintenant, l'approche est totalement différente et il y a aussi cette maturité dans la société qui fait que c'est la vie du couple. Donc c'est le couple qui se prend en charge. Donc c'est le mari qui accompagne sa femme chez le médecin et parfois même c'est le mari qui commence à suspecter qu'il y a quelque chose et qui commence à chercher un médecin et à chercher le bon diagnostic. Donc là c'est très important de laisser cette maladie dans le couple, que ce soit le couple qui se prenne en charge. Donc le mari accompagne son épouse, ce n'est pas sa mère, ce n'est pas sa sœur, ce n'est pas sa fille, mais que ce soit le mari. L'implication du mari a un très grand rôle sur l'humeur de la femme, sur le côté émotionnel, sur le côté affectif. Il y avait dans le témoignage de la dame un truc qui est très marquant dans le sens où elle dit la femme ne doit pas être sous stress, ne doit pas s'énerver, ne doit pas prendre sur elle. Oui. Et réellement, elle a totalement raison parce que dans la maladie, on retrouve que avant qu'elle ne se déclare, nous avons toujours un trauma qui est arrivé 9 mois à 1 année avant. Donc qu'elle a gardé en silence, qu'elle a souffert, elle n'a jamais extériorisé ça. Et à un moment donné, c'est la goutte qui fait déborder le vase et elle n'arrive plus à faire face à cette charge émotionnelle négative. Donc l'accompagnement du conjoint est très important. C'est lui qui va amener cette femme à terminer tout le process de thérapie et à faire face à tous les défis. Parce que le défi n'est pas seulement économique dans le sens où la prothèse est chère, dans le sens où le traitement est cher, mais c'est aussi le défi au quotidien. Elle est fatiguée après sa chimiothérapie, il va lui donner le courage d'aller vers la 2e, vers la 3e séance, il va lui donner le courage d'aller vers sa radiothérapie, d'accepter aussi ce changement dans son corps. Le changement dans le corps, ce n'est pas seulement le volume du sein, mais c'est toute l'apparence physique, parce que nous savons que quand il y a maladie, il y a les traits de la personne qui vont changer, les débuts. Donc l'amener à la valoriser, à la soutenir, qu'elle sache qu'il y a réellement un réel soutien à ses côtés, ça aide beaucoup la patiente et ça l'aide aussi à faire face à sa maladie, mais aussi par la suite à aider d'autres femmes qui sont dans le même cas. On le voit dans le reportage. Elle est venue soutenir une personne qui
qui va se faire opérer. Donc, arriver à transmettre son expérience, sa propre expérience, et à transmettre un message aux autres est très important. Mais s'il n'y avait pas eu ce soutien de la part des professionnels, de la part de la famille, de l'époux, ça aurait été très difficile qu'elle vienne témoigner et qu'elle témoigne donc à l'écran aussi, parce que c'est aussi une avancée très, très importante. Oui. Beaucoup de femmes qui ont eu un cancer du sein ou tout autre type de cancer, elles le vivent en silence. Donc elles refusent, comme le disait le docteur, elles ne le racontent même pas à sa famille, à sa propre famille. Donc pas seulement à la famille du mari, mais à sa propre famille, mère, sœur, frère, etc. Elle le garde pour elle. Donc arriver à casser ce tabou et à casser cette chaîne d'interdit mental, parce que qu'on a hérité pendant des années, c'est très, très important. C'est un travail qu'on peut apporter nous-mêmes. J'ai eu une patiente, je me rappelle très bien, plus de 65 ans. Elle a eu déjà une fille qui était décédée d'un cancer du sang. Oui. Le sang, c'était un lymphome ou une leucémie. Et elle, en même temps, elle avait un cancer du sein très développé, au stade 4. Ça veut dire que c'était une grosse tumeur qui prenait tout le sein et qui saignait. Elle avait caché ça à sa famille pour ne pas qu'ils s'inquiètent pour elle. Parce que déjà, elle avait déjà vécu la situation avec sa fille. Déjà le drame, il y avait déjà un drame, la fille décédée à cause de ça. Elle avait caché ça. C'était durant le Covid, durant la pandémie mondiale. Et donc, j'ai reçu cette patiente durant les urgences. C'était quelque chose que je n'ai jamais vu. Je ne vous cache pas, je ne savais pas comment j'allais gérer ça. Il fallait lui faire une mastectomie, il n'y avait pas de solution. Et de ce tabou, de ces cachotteries, maintenant elle s'est transformée à une militante. Chaque journée scientifique que je fais le mois d'octobre rose, donc il y aura une qui va être faite demain, Inch'Allah, à Miliana. Elle est toujours partante à témoigner son parcours et à donner du courage aux potentielles patientes ou à toutes les femmes. Donc ça s'est complètement transformé. Elle et plein d'autres femmes, parce que je fais ces journées-là depuis 3 années, à chaque fois j'invite mes patientes, les anciennes patientes, elles témoignent leur parcours et elles encouragent les patientes à casser ce tabou, à ne pas avoir peur, parce qu'il y a des solutions maintenant. Oui. Et justement la solution de la reconstruction mammaire, par rapport à vos patientes, quand vous leur proposez, est-ce qu'elles sont réceptives, est-ce qu'elles acceptent ou est-ce qu'elles ont peur qu'on prenne ça plus pour de la chirurgie esthétique qu'autre chose? Parce qu'on a tendance à dire non, c'est de la chirurgie esthétique alors que c'est une chirurgie reconstructive. Exactement. Il ne faut pas oublier qu'on reste dans la chirurgie des cancers. Il ne faut jamais oublier qu'il y a un cancer, il faut l'enlever d'une façon radicale et carcinologique. Nous avons aussi des adénopathies, des ganglions. Il faut faire le curage ganglionnaire. Pourquoi la patiente elle a parlé du gros bras, le bras qui lui fait pas mal? Parce que quand on fait les curages ganglionnaires, la plupart des patientes, et je suis sûre que vous en avez des gros bras. Des gros bras. Jusqu'à maintenant, dans ma petite série, modeste série, on va dire, j'ai pas eu de gros bras. Parce qu'il faut respecter l'anatomie des patientes. C'est pour ça que je pars dans le principe, ma philosophie, c'est la réintégration socio-professionnelle et anatomique. Ça veut dire reconstitution ad integrum, respecter l'anatomie de la patiente, essayer de la laisser comme elle était, en enlevant la tumeur, bien sûr. Donc c'est pour ça que les patientes, alhamdoulilah, une grande partie des patientes, elles ne se plaignent pas. Il y a une bonne réintégration socio-professionnelle et j'ai l'impression qu'elles ont un moral, elles sont encore plus fortes qu'avant. Oui. Et ça, c'est franchement ma plus belle des récompenses. Exactement, parce que c'est ce travail sur la perception de soi et la perception de l'autre, où on s'accepte et on accepte sa nouvelle physionomie, qui va amener à franchir un autre pas dans la thérapie et qui va amener à être plus forte face à la maladie et face à toute épreuve de la vie. Parce que le cancer n'est qu'une des épreuves de notre vie. Exactement. Et nous avons un appel avec nous aujourd'hui de Annaba. On ne m'a pas dit qui c'était. Louisa de Annaba. Bonjour Louisa. Bonjour madame. Ça va, vous allez bien? Bonjour. Merci, bonjour. Bon, je vous remercie pour cette émission. Pour participer, je vais dire quelques mots. Oui. Bon, moi je suis une malade atteinte du cancer depuis 7 ans. J'ai subi une mastectomie. Oui. Et pour le moment, j'ai subi mon parcours avec courage. Oui. Oui, madame. Et je participe pour dire aux malades, acceptez votre maladie. Si vous voulez guérir, acceptez votre maladie. Et vous avez été entourée lors de votre maladie? Oui, j'ai été entourée par ma famille, par ma belle famille. Jusqu'à présent, je suis encore entourée, alhamdoulilah. J'ai 68 ans, je suis âgée de 68 ans. Oui. Je suis toujours sous contrôle. Très bien. Oui, je suis et vous restez
Oui. Et surtout, un petit conseil aux malades. Oui. Acceptez votre maladie. Si vous voulez guérir, acceptez votre maladie. Oui. On entend dans votre voix, vous êtes très positive. Et ça, je pense que ça vous a aidé justement à traverser cette épreuve. Oui, je suis très positive. Et comme on dit en arabe, c'est la volonté de Dieu. Oui. C'est la volonté de Dieu. Il faut l'accepter. On ne peut rien changer, madame. On ne peut rien changer. Sauf que accepter puis voilà, exactement. Et le mari, il a été aussi présent, j'imagine. Oui, jusqu'à présent. Oui. Je vais vous dire que c'est lui qui m'aidait aux travaux ménagers à la maison. Très bien, voilà. Merci beaucoup. C'est lui qui m'aidait, il faisait le ménage, il m'aidait dans tous les travaux, avec courage, et on a accepté. Très bien. Vous avez traversé cette épreuve avec votre mari, avec votre entourage qui vous a permis de vous en sortir, vous sentir encore mieux. Merci encore Louisa pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci. Je me suis rappelé d'un petit truc. Il y a certaines patientes, quand je vois que le mari n'est pas assez engagé, je lui parle, écoutez, madame, elle est très fatiguée, elle n'arrive pas à faire le ménage et tout, il faut l'aider. Donc on triche un peu comme ça pour qu'il s'engage vraiment dans le combat avec sa femme. Et à force, il va vraiment être engagé et ça aide vraiment le couple à se reconstruire. C'est très bien. Justement, quand on passe l'épreuve à deux et qu'on partage ce qui est bon, ce qui est mauvais, on avance encore mieux et même la relation de couple change. Bien sûr, elle est plus solide parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une des épreuves de la vie. Donc, cette épreuve qui va réunir les deux partenaires, donc le mari et la femme, et ça va les amener à faire face à toutes les étapes de cette épreuve, mais aussi à se découvrir, parce que découvrir le potentiel caché en chacun. Le potentiel caché, c'est de faire face à cette maladie, faire face au cancer, faire face au regard des autres, faire face aux défis du quotidien. Chaque jour est un défi chez la personne qui est atteinte d'un cancer et le fait d'être à deux, ça nous donne plus de force et de courage. Très bien. Juste une dernière question justement pour clore ce débat. L'entourage, le conjoint, la famille considère qu'avec la fin du traitement, la parenthèse doit se refermer et que la femme, l'épouse ou la maman doit revenir, l'ancienne personne doit revenir. Il faut dire que l'après aussi, il est essentiel. Ce n'est pas la même personne qu'on va retrouver après cette épreuve-là. Justement, il faut continuer à la soutenir. Ce n'est pas un chapitre clos. Exactement, voilà. C'est la vie continue. Quand on dit la vie continue, donc c'est une nouvelle étape dans la vie, c'est une nouvelle personne, c'est de nouveaux affects, un état émotionnel nouveau et on ne revient jamais vers le passé. Oui. Si on avait 20 ans il y a 20 ans, on ne va pas reprendre nos 20 ans. Donc chaque jour est un jour nouveau et il faut accepter de vivre chaque jour avec son bon côté, son mauvais côté, le moment présent. Il y a quelque chose aussi qu'il faut préciser, que ce n'est pas gagné à 100%. Oui. Le cancer, il peut revenir à tout moment. D'où l'intérêt du suivi, parce qu'il faut toujours discipliner les patientes, lui dire, voilà madame, pour le moment on est bien, vous êtes en convalescence complète. On ne va pas dire que vous êtes guérie. J'évite de dire ce mot parce qu'il peut revenir à tout moment et elle va me dire, vous m'avez menti. Il ne faut jamais leur mentir, leur donner. Je leur donne des espoirs, malgré que c'est un stade dépassé, je leur donne des espoirs jusqu'à la dernière minute. Mais il faut dire aux patientes, vous avez un suivi obligatoire de 5 ans. Ça veut dire les 3 premières années, on doit vous suivre chaque 3 mois. Après les 2 années suivantes, chaque 6 mois. Ensuite, c'est 1 fois par année au-delà de 5 ans. Parce qu'il y a des cancers qui peuvent revenir au-delà de 10 ans. Exactement. On ne sait pas comment, parce que c'est des micrométastases comme ça qui peuvent nous échapper à l'œil nu, qu'on peut découvrir après. Je me rappelle d'une patiente à qui j'ai fait un traitement conservateur. Ça, c'est très bien. Conservateur, ça veut dire que j'enlève seulement la tumeur sans enlever le sein. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de récidive locale, mais il y a eu quelque chose qui nous a échappé. Il y a eu une métastase au niveau du foie. Ça, c'est quelque chose qui échappe. Et les métastases du foie, en matière du cancer du sein, c'est les plus mortels. C'était vraiment, la chirurgie, c'était réussi. Oui. Elle a eu le soutien familial, le soutien de tous. C'était une patiente très disciplinée. Je me rappelle très bien d'elle, que je regrette amèrement, la métastase, elle était fatale pour elle. C'est pour ça qu'il faut rester toujours vigilant. Il faut se suivre même après, même quand la parenthèse est fermée du traitement et tout ça, il faut quand même suivre, être discipliné, suivre son médecin. C'est jamais fini. Non, c'est jamais fini. Il faut vraiment être attentive à tout ça.
Merci encore, Dr Radia Allali. Vous êtes spécialiste en chirurgie générale, option chirurgie mammaire. Merci encore pour votre participation aujourd'hui. Merci encore, Dr Samira Fekrache. Vous êtes psychologue et directrice générale d'un centre de recherche et d'application psychologique. Merci à vous. Et on se retrouve dans un petit moment pour les rubriques. موطني De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie, et elles se sont installées. Wahida Selim-Chérif pour sa rubrique Wisha. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et avec nous pour conseils pratiques, Madame Hadia Latifa Dali. Vous êtes artiste, coiffeuse et maquilleuse professionnelle. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir reçus. Alors on commence tout de suite par conseils pratiques, juste après ceci. Je suis en train de regarder. De retour pour parler de conseils pratiques, la féminité passe aussi par les cheveux et on sait très bien que le traitement, par exemple de la chimiothérapie, a des conséquences sur les cheveux, la perte de cheveux, ce n'est pas toujours évident. Oui. Donc quelles sont justement tout d'abord les conséquences sur le cheveu? Tout à fait. Donc il faut savoir que la perte du cheveu ou la perte du poil, déjà, elle peut être un petit peu émotionnellement éprouvante déjà pour la patiente et affecter un peu la confiance en soi. Et tout ça, il est dû au fait, comme tu l'as si bien dit, donc aux effets secondaires donc de tous les traitements anti-cancer, que ce soit chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie ou ciblée. Aujourd'hui, moi, j'ai constaté au niveau du salon, parce qu'il faut aussi le dire, que nous accueillons aussi ces dames-là pour pouvoir les accompagner. En tant que coiffeur, on est là pour accompagner la personne dans cette épreuve-là. Par contre, ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'on ne perd pas forcément la totalité de sa chevelure. Oui. Ça, c'est important de le dire. Donc, ça dépend du traitement. Est différent, voilà, chaque traitement est différent selon la patiente. Exactement. Quand j'échange avec mes clientes, donc c'est selon les dosages, selon bien sûr le traitement effectué. Bien entendu, ça peut être vraiment choquant quand on apprend la nouvelle, mais moi, le conseil que je donne à mes clientes, c'est bien sûr d'anticiper et de planifier la chose. On sait que nous allons à travers donc des soins et on sait qu'il va y avoir un impact puisqu'on le sait que les cellules même souches de bonne santé vont être affectées, c'est-à-dire également le bulbe pileux également va être affecté. Donc ce que nous conseillons de prime abord, c'est de couper ses cheveux très très
court, c'est-à-dire soit de raser ou couper à 1 cm pour pouvoir déjà réduire le stress qu'on peut... Et l'effet de voir des longs cheveux tomber, c'est plus impressionnant que de voir des petites touffes, on va dire, tomber. Exactement. Non seulement il y a ce volet-là, mais il est aussi important de souligner que le cuir chevelu va également être affecté. Exactement. Donc on risque d'être confronté à des picotements ou bien des démangeaisons, etc. Donc on préfère faire ça au préalable que pendant le traitement. Comme j'ai eu des clientes où on a fait ça pendant le traitement, c'est vraiment très délicat, j'avoue. Donc, couper les cheveux en premier. En deuxième... Avant de commencer le traitement ou on va dire après la première séance, avant les effets du traitement? Une fois, je pense que la cliente s'entretient déjà avec le médecin et voir quel est le protocole qui va être suivi, parce que quand même, ça reste des molécules assez lourdes. Il faut essayer de couper progressivement. Même si je ne peux pas aller vers le très court, j'essaye quand même d'enlever déjà un maximum de cheveux. De deux, j'essaie de commencer à penser l'après. Comment je vais planifier, comment je vais garder ce petit côté un petit peu féminin, parce qu'il y a des approches qui vont nous aider un petit peu à nous sentir un peu mieux. Donc, est-ce que je vais opter pour une prothèse capillaire? Dans ce cas-là, je vais peut-être aller avec ma maman ou bien une amie ou une sœur, choisir la prothèse capillaire selon mon teint. Je prends une petite photo Maya pour voir ce qui peut m'aller. Et ensuite, se diriger vers le coiffeur ou venir chez nous. Et on va essayer d'un petit peu de couper avec la prothèse par rapport au look. Par rapport au look naturel avant, comme ça, si elle est, on peut garder le look comme il est. Prothèse capillaire, on va le dire, c'est des perruques. Une perruque. Voilà, donc on peut toujours modifier une perruque une fois qu'on l'a achetée. Bien sûr, soit que ce soit semi-naturel ou naturel. Aujourd'hui, nous avons des associations qui également apportent le soutien et offrent aussi des perruques. Ou bien opter pour un look complètement différent, on va le dire un petit peu à l'afro, etc. Opter pour des turbans. Aujourd'hui, nous avons une multitude de choix et de coloris, mais essayez de choisir un turban et une matière plutôt agréable. Par exemple, le turban à base de bambou, puisque c'est un tissu qui est écologique et qui est agréable à porter. Donc, soit on le porte en complément avec une perruque, c'est-à-dire pour éviter les frottements à le cuir chevelu, soit on opte pour le turban tel quel. Éviter éviter de porter le polyester, etc., mais favoriser le coton et autres. Justement, porter une perruque peut nous donner des irritations, on va dire. Donc, est-ce qu'il y a des méthodes ou est-ce qu'il y a des choses à éviter pour éviter d'être trop irrité? Est-ce qu'il y a des produits à utiliser pour aussi prendre soin de son cuir chevelu? Bien sûr. Alors, il y a le choix, bien sûr, de la perruque, bien sûr. Il y a des perruques spécialisées. Les naturelles, généralement, sont bien conçues à l'intérieur pour éviter le frottement. Et comme je l'avais dit, opter pour un tissu bambou qu'on porte avant et ensuite on met d'accord, donc on peut porter un tissu. Un complément avec la perruque ou bien le porter individuellement. Enfin, indépendamment. Alors, pour revenir donc au cuir chevelu, également, je voudrais dire aussi qu'il faut aussi opter pour un oreiller en soie aussi. La soie est un bon matériau pour éviter donc ces irritations. Essayez d'apporter de l'hydratation au cuir chevelu, c'est important, mais faire attention aux produits qu'on choisit. C'est-à-dire qu'il faut éviter, parce qu'il y a certains perturbateurs endocriniens qui peuvent aussi affecter déjà. Prendre une huile végétale, on va dire végétale, oui, mais des huiles de première pression. Ça dépend de quelle huile, parce qu'il y a des huiles qui peuvent être irritantes, comme l'huile d'olive, au niveau des muqueuses, etc. Donc, choisir la bonne huile ou utiliser des crèmes hydratantes. Aujourd'hui, nous avons de la cosmétique bio. Nous avons beaucoup d'artisanes à base de beurre de karité et autres. Utiliser un baume relipidiant pour pouvoir créer un petit peu ce petit gras qui va également protéger le cuir chevelu contre les micropolluants, contre la sécheresse, etc. et permettre aussi aux petites desquamations ou la squame de tomber. Justement, quand on perd ses cheveux et qu'on doit prendre soin de son cuir chevelu, mais aussi protéger du soleil et du froid, par exemple, en hiver et en été, du soleil, des coups de soleil qu'on peut avoir sur la tête. C'est pour ça que, bien sûr, il est recommandé de façon en temps même normal de porter son écran total, favoriser le port d'un chapeau ou d'une casquette. Et j'aimerais juste souligner aussi, parce que moi, ça a titillé ma curiosité. Je reçois des patientes qui sont en plein traitement et qui ont toujours leurs cheveux. Donc, on ne perd pas forcément le cheveu. Ça peut être ciblé, on peut le perdre en plaques, comme c'est une radiothérapie. La chimio, on peut perdre totalement. Hormonothérapie ou les nouvelles générations de traitements,
Ça dépend. Donc il ne faut pas paniquer. On peut en perdre derrière, pas devant et autres. Donc on essaye petit à petit donc, de voir quel traitement on va aller et puis choisir donc l'accessoire qui va nous accompagner. Et puis j'ai envie de te dire aussi, Mounia, que durant la campagne que j'ai menée, comme tu le sais, durant ce mois-ci, j'ai aussi une cliente qui a témoigné de son parcours. Il faut dire que ces femmes-là sont courageuses. Beaucoup de femmes choisissent de garder la tête rasée, coupée. Pour elles, c'est une affirmation, c'est un courage, mais c'est des femmes qui sont inspirantes, hein, je vous le dis. Là. C'est hallucinant de voir qu'aujourd'hui, les femmes s'assument et elles vont de front face à cette maladie, face à le cancer, oui, bien sûr. Voilà. Une autre parenthèse, par contre, que j'aimerais aussi souligner, c'est généralement quand les femmes, il y a la rémission, etc. J'allais justement te poser la question, quand on finit le traitement et que, en général, 6 mois après la fin du traitement, les cheveux commencent à repousser un petit peu partout. Ça dépend, ça dépend du capital pileux de la personne, de la génétique, ça dépend de la densité du cheveu, ça dépend également de la texture du cheveu, puisqu'on a plusieurs catégories de fibres capillaires. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est vrai que la texture change du cheveu. On peut avoir un cheveu plus fin, frisé. La coloration, le pigment, il change. Mais il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est temporaire. C'est important de dire que c'est une phase qui est temporaire. Donc, pour pouvoir mieux gérer cela, il y en a qui avaient des cheveux fins et du jour au lendemain se retrouvent avec des cheveux frisés. Elles adorent ça parce que ça donne un look un peu peps. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Et il y en a aussi, il faut savoir que le cheveu peut aussi relève 1 mois après, 2 mois après, etc. Mais il reste fragile. Donc, faire très attention, notamment les lavages, ne pas laver trop souvent les cheveux, ne pas, par exemple, emmêler et poser le cheveu sur la tête, etc., parce que c'est encore fragile, ne pas les brosser de façon... Vigoureusement, tout doucement. Exactement. Et puis même tamponner plutôt le cheveu, ne pas frictionner. Éviter les sèche-cheveux et les lisseurs, parce que c'est une source de c'est un micro-traumatisme pour le cheveu, laisser le cheveu donc sécher à l'air libre. Et éviter très important, parce qu'il y en a qui viennent et qui veulent comme ça refaire un look capillaire, une coloration et autres. Moi, durant mes diagnostics, j'insiste beaucoup là-dessus. Quel est votre parcours? Quel a été ceci? Éviter de faire les colorations d'oxydation parce qu'encore on peut être face à des petits perturbateurs endocriniens. Les lissages également, il faut éviter. Il faut attendre généralement 1 an jusqu'à ce que le corps libère toutes ces toxines pour pouvoir passer à autre chose. Opter pour un look plutôt sympathique, une belle petite coupe courte. Et il y en a beaucoup qui n'osent pas aller vers le court. Et une fois qu'on va vers le court, elles se découvrent exactement parce que ça donne un peu d'énergie, de dynamisme. On change de tête et ça nous fait du bien. Voilà, et après, comme elles deviennent très courageuses, comme je vous l'ai dit, parfois c'est des optimistes nés, la coupe, elle correspond avec la personnalité. Ça devient des personnages, des personnes solaires aussi. Exactement. Donc, voilà. Et il y a aussi une citation que je dis aussi souvent et tout ça, tu veux changer d'humeur, va chez ton coiffeur. Ah oui. Oui, parce que ça fait du bien aussi. On est le psy un peu du... Oui. Quand ça va mal, on passe chez le... On passe chez le coiffeur, on se fait du bien et ça nous fait du bien à l'intérieur aussi. Parce qu'on se sent un petit peu mieux après, parce qu'on est un peu plus féminine. Et justement, ce cancer-là, il touche la féminité en plein cœur, on en parlait justement juste avant. Et on a besoin aussi de se revoir un petit peu belle, se revoir un petit peu pomponnée et tout ça. Et puis je conseille aussi aux maris de demander à leur femme d'aller au coiffeur et de se faire belle, de se détendre, de ne pas penser qu'au ménage et à faire à manger, être trop fatiguée pour ça ou pour ça. Bien sûr. Elle a la force peut-être d'aller chez le coiffeur, de se remonter le moral et ça fait du bien. Après le coiffeur aussi, nous on est accompagnateurs aussi, on n'est pas que là pour faire des looks dernières tendances, etc. On est là pour les accompagner. Moi tout au long de ce mois, donc j'ai offert les coupes gratuites. Et ça se poursuit bien sûr tout au long de l'année. Le mois d'octobre rose, c'était le mois où on est tous concentrés, donc c'était le moyen de passer le message. Donc voilà, on est à la disposition et puis Inch'Allah, on souhaite un rétablissement à toutes les personnes. Un rétablissement à toutes les femmes. Et le dépistage qui est très important, parce que ce n'est pas une fatalité de perdre le cheveu, mais c'est une fatalité de ne pas être dépisté à temps. Exactement. Parce qu'à temps, on a plus de chances de guérir, comme l'avaient dit les collègues auparavant. Exactement, c'est exactement ça. On va parler d'art culinaire, de l'art capillaire, on passe à l'art culinaire avec Wahida Selmchif. On va parler de la Palestine, parce que soutenir la Palestine, c'est aussi parler de sa culture, de son histoire, comme je le disais tout à l'heure, de son patrimoine. Et aujourd'hui, on va parler art culinaire palestinien avec Wahida Selmchif, juste après ceci.
Alors, Wahida. Alors, on va parler comme c'est une façon de soutenir la Palestine et de faire toujours un petit clin d'œil à nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté et ceux qui vivent ici en Algérie, parce qu'ils regardent la Canal Algérie, sont fidèles, c'est pour leur faire un petit coucou et leur dire on est de tout cœur avec eux. Donc, passionnés de délices gastronomiques, aujourd'hui, je vais vous faire voyager. Donc, je vous emmène à la découverte d'une cuisine qui évoque l'histoire, la tradition et l'authenticité. Donc, il s'agit de la cuisine palestinienne. Donc ces saveurs exquises et ces ingrédients empreints d'histoire nous transportent au cœur de ce pays riche en culture et en patrimoine. Donc chaque plat raconte une histoire et chaque saveur éveille les papilles à des expériences inoubliables. Nous avons tous été dans des restaurants et on a commandé des plats mais on ne connaît pas leurs traditions, enfin leurs origines. Donc je vais commencer. Je vais vous poser des questions les filles. Est-ce que vous connaissez des plats traditionnels palestiniens? Allez. Maqlouba. Oui, voilà. Maqlouba. Je vais peut-être, je vais falafel, je ne sais pas aussi. Si... Ah, très bien. C'est des plats traditionnels d'origine palestinienne. On commence par le maqlouba. C'est un plat emblématique de la cuisine palestinienne. Il est composé de viande ou bien de poulet, de riz et de légumes. Le tout cuit ensemble et renversé avant d'être servi. C'est impressionnant en fait le fait de renverser le plat. Oui, parce que quand on le voit dans la marmite, on voit que le riz qui est dessus. Mais une fois renversé, on voit ce qui garnit tout ça. Ce n'est pas ce plat-là. Non, là c'est kefta. Après, on va revenir sur... On va revenir tout à l'heure sur la kefta. Exactement. Il y a aussi moussakhan. Non plus. Attendez l'équipe. Attendez, je pense pas grave, oui. qu'on a vraiment envie de découvrir. Donc, on a aussi le moussakhan. C'est un plat festif à base de poulet cuit et avec des oignons, des noix ou bien des pignons. D'ailleurs, vous allez remarquer que souvent les Palestiniens utilisent beaucoup de pignons dans leur plat et même za'atar. Vous allez voir le pain qu'on a vu, c'est un pain à base de za'atar et de zitoun que je vais vous expliquer. Donc, servi sur du pain appelé taboun. C'est tabouna aussi, c'est le pain qui est vraiment fin et qu'on a l'habitude de retrouver dans des fast-foods et on se dit est-ce que c'est un pain libyen, est-ce que c'est un pain syrien? Mais non, c'est un pain palestinien, d'origine palestinienne. En fait, l'idée c'est de le mettre et ensuite rajouter sur de la viande hachée ou bien tout simplement du poulet, carrément des morceaux de poulet cuits avec de l'oignon. Il y a aussi le falafel. Falafel, c'est un plat qu'on retrouve partout, ici en Algérie. Donc, c'est des boulettes frites à base de pois chiches, servies dans un pain pita avec des légumes ou de la sauce tahini, que tu aimes bien. Exactement, c'est vrai. C'est à base de graines de... Sésame. Sésame, voilà, exactement. Voilà. Il y a aussi kefta. Kefta, voilà, tahini. Donc, et il rajoute toujours des pignons et certains fruits aussi. De la grenade. Exactement. Souvent, on met un peu de grenade. Moi, j'adore ce mélange avec un filet de l'huile d'olive et franchement, on est transporté. Ça reste quand même des plats équilibrés, hein, vu la composition entre les fruits et les... Exactement, des plats viandes, les féculents, etc. Et ils utilisent beaucoup d'herbes, beaucoup de za'atar, donc beaucoup de thym aussi. Il y a kunnafa. Qui n'a pas mangé de kunnafa? On pensait souvent que c'était plus turc que kunnafa. Eh bien, il faut savoir que c'est palestinien. C'est un dessert palestinien. C'est exporté peut-être. Voilà, exactement. On va dire que dans la même région, on retrouve à peu près les mêmes. C'est un patrimoine partagé. Partagé. C'est un art partagé, si on peut dire ça comme ça. C'est un dessert à base de fromage, de semoule et de sirop qui est trop sucré. Donc attention, il ne faut pas le manger le soir. Oui. Mangez-le en après-midi pour pouvoir bien le digérer. Il est souvent servi très très chaud parce qu'une fois qu'on va le couper, on va retrouver le fromage fondu à l'intérieur. C'est trop bon et c'est palestinien. Mais il y a aussi mensef. J'essaie de les prononcer en arabe pour pouvoir les retrouver après si on va les googler. Mensef. Donc mensef, c'est un plat traditionnel toujours festif. C'est quand ils font des événements marqués, composé d'agneau cuit lentement, servi sur un lit de riz, accompagné de yaourt fermenté et de pain. Donc, en fait, souvent, ça se prépare dans de grosses marmites, de grandes marmites pour pouvoir les partager, comme on est en train de voir sur la photo. Ouais. Il y a aussi un plat, en fait, vous avez remarqué qu'ils utilisent beaucoup de viande. Oui, beaucoup de viande, mais beaucoup de riz aussi. Oui. Aussi. Ils utilisent aussi, c'est un végétarien, ils ont des plats végétariens. Il y a un plat qui est très connu, ça s'appelle majda. C'est un plat végétarien à base de riz, de lentilles et d'oignons caramélisés, qui servent aussi dans de grandes occasions, comme en famille, c'est un moment de partage entre eux. Il y a aussi sambuska. Sambuska. Oui, je me suis entraînée pour le répéter. C'est des petits chaussons farcis de viande ou légumes, souvent servis comme un encas.
Nous, on peut dire bouak taladjin chez nous, mais pour eux, c'est sambuska, c'est avec de la viande. C'est en accompagnement. Exactement, exactement. En fait, et parfois, ils les font un peu plus grands pour un repas. Il y a aussi shawarma. C'est un plat classique que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Voilà, ça c'est le sambuska. Il y a le shawarma, c'est fast food pour nous, mais il faut savoir que c'est un plat typique palestinien, donc il se prépare à base d'agneau ou de poulet, mariné, cuit verticalement et servi en sandwich avec des légumes ou des sauces. C'est ce qu'on consomme énormément ici. Il y a aussi warq al-inab. Oui, et on va finir avec ça justement. Voilà, d'ailleurs c'est des feuilles de vigne farcies avec du riz et on peut les accompagner avec du poulet, de la viande, ce qu'on veut. Voilà, donc tous ces plats qu'on croyait dans notre pays, il faut savoir que c'est des plats traditionnels typiques de la Palestine. Voilà, mais justement, on va en parler encore de la Palestine tous les jours. Même demain, on va revenir sur la Palestine. Il faut parler de son histoire, il faut parler de sa culture, de ses traditions. Exactement. Pour justement communiquer par rapport à la Palestine, soutenir la Palestine avec tes rubriques. Wahida Selim-Chérif, merci en tout cas d'avoir participé à l'émission Ma famille, ma vie aujourd'hui. Merci pour tout. Et puis, la Palestine toujours dans le cœur. Et je vous souhaite une bonne journée avec le reste du programme de Canal Algérie. À demain.